You're either all in on this model, or maybe you're building with another. You're either speed, or is it security? Or you're AWS AI. Don't pick a side. Pick them all. AWS AI is how. Do you keep hearing podcast ads, like this one, for example, but always wonder how you actually get involved with them for your own brand or organization? Well, it's easier than you think. We're Acast, and we give you the platform to do it all yourself. Browse thousands of popular podcasts, choose the shows that match your perfect audience, set your budget, and launch. And if you want a hand, our podcast specialists are there to help you launch with confidence. This is podcast advertising without barriers. Get started at acast.com/advertise. Bonjour et bienvenue dans Anxiété. Dans cet épisode, je reçois Valentine qui vient nous parler de ses troubles de l'anxiété et de son expérience depuis toute petite avec donc le trouble anxieux. Valentine a beaucoup déménagé dans son enfance et elle a pas mal bougé même par la suite. Elle nous parle aussi de son déménagement à New York et de son retour en France ensuite et tout ce que ça a pu engendrer de troubles de l'anxiété, de crises de panique, etc. C'est un épisode assez particulier pour moi parce que je me suis rendu compte que nous avons beaucoup de situations d'anxiété en commun. Il y a beaucoup de situations, de pensées et même de manifestations de l'anxiété dans lesquelles je me suis retrouvé dans son récit. C'est évidemment une des raisons pour laquelle j'ai fait ce podcast, c'est de pouvoir se reconnaître dans les récits des autres pour se rendre compte qu'on n'est pas seul en fait à vivre avec l'anxiété. Voilà, donc j'espère que certains d'entre vous pourront se reconnaître dans le récit de Valentine. Merci beaucoup Valentine pour ton témoignage et aussi pour ta patience parce que j'ai mis vraiment pas mal de temps à publier cet épisode. Je pense que l'enregistrement était il y a bien 4 ou 5 mois avant la publication. Donc voilà, désolé pour ça et merci beaucoup pour ta patience. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en lui attribuant une note sur vos plateformes d'écoute et en vous abonnant pour ne pas manquer les prochains épisodes. J'espère pouvoir en faire d'autres bientôt et ne pas avoir à attendre 6 mois. Ça dépendra du temps que j'ai à y consacrer. Et en attendant, je vous laisse donc avec notre conversation. Bonne écoute! Pour commencer, est-ce que tu serais d'accord pour te présenter en quelques mots ? Ouais, tout à fait. Du coup, moi, c'est Valentine. J'ai 28 ans. Je viens du sud de la France initialement. Ça ne s'entend pas, mais je suis j'ai grandi du côté de Marseille, etc. Donc voilà, j'ai fait pas mal de villes quand j'étais petite parce que mon père est militaire. Donc voilà, beaucoup de déménagements, beaucoup de changements, beaucoup d'anxiété du coup par rapport à ça déjà dès mon plus jeune âge. Et aujourd'hui, voilà, je travaille dans une start-up française et du coup, j'ai vécu 4 ans à New York dans le cadre de ce travail-là et je viens de rentrer en France. Voilà un petit peu. Je sais pas si tu as des questions en particulier sur ma vie, sur mon chemin, mais en gros, c'est ça. Ok, on va y venir sur des questions peut-être plus précises, mais non, c'est très cool. Tu fais quoi comme travail en start-up ? Je travaille dans la RH, en gros. Ok, cool. Et donc, tu as une boîte qui est basée à la fois à New York, à Paris, peut-être dans d'autres villes. Une start-up qui s'est bien développée, du coup, à l'international, avec des activités un peu partout. Donc, ça m'a donné l'occasion aussi d'aller, du coup, m'expatrier à New York. C'était une expérience formidable. J'ai beaucoup appris là-bas. Et du coup, voilà. Moi, une chouette start-up. C'est vrai que l'humain est quand même au centre de la culture, du mindset de l'entreprise, etc. Et pour le coup, c'est important pour moi et important pour mon métier aussi. Donc c'est vrai que c'est une boîte super avec des belles valeurs et où je me sens bien. Cool, trop bien. Ouais. Peut-être qu'en off, tu pourras me dire laquelle c'est, parce que je cherche du taf en ce moment. Écoute, avec plaisir. Ok. Et donc, tu disais, donc tu viens du Sud, tu as beaucoup bougé étant petite, c'est ça ? C'est ça, oui. Et tu disais que dès ton plus jeune âge, tu ressentais de l'anxiété. Comment est-ce que ça se manifestait ? Ouais, bien sûr. En fait,
L'anxiété, c'est quelque chose de normal, en fait. C'est une émotion qu'on peut tous ressentir à des moments de notre vie. Donc évidemment, quand on est enfant et qu'il y a un gros changement, c'est toujours des bouleversements. On quitte un logement, on quitte un environnement, un cocon, des amis, des visages familiers. Et on est propulsé dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Et l'inconnu, ça fait peur, c'est normal. Donc effectivement, dès que j'étais petite, dès qu'on bougeait, d'ailleurs j'ai grandi en Auvergne initialement et ensuite on est allé dans le sud de la France, c'est quand même un gros changement. Donc voilà, donc ces phases de déménagement qui ont été multiples, j'ai déménagé beaucoup de fois, à peu près tous les 4 ans en fait. Donc à chaque fois c'était rythmé par de l'anxiété, une période d'adaptation qui prenait plus ou moins du temps. À l'adolescence, on sait à quel point c'est difficile de se construire et de se sentir soi-même, de se sentir bien dans un environnement. S'il change tous les 4 ans, forcément les copines, les petits copains et tout ça, c'est très complexe. Donc évidemment, le changement c'est difficile pour tout le monde et ça génère de l'anxiété, mais pour les grands anxieux, comme toi, comme moi, je pense, c'est encore plus difficile. Oui, ok. Et est-ce que dès enfant, tu sentais le poids de cette anxiété, tu sentais les effets que ça pouvait avoir sur ton quotidien? Oui, alors ça a pris plusieurs formes en fait. L'anxiété, c'est une grande relation de je t'aime moi non plus qu'on a, elle et moi, depuis toujours. Donc effectivement, quand elle était petite, elle se manifestait d'une façon différente dont elle se manifeste aujourd'hui. Donc quand j'étais petite, effectivement, principalement autour des déménagements, effectivement, principalement autour des altercations, en fait, dès qu'il y avait du bruit, dès que j'étais très stimulée en fait au niveau des émotions, au niveau du bruit, parfois s'il y avait, je sais pas, une bagarre, ou voilà, s'il y avait quelque chose qui se passait dans mon environnement qui était un petit peu différent, qui pouvait être un petit peu anormal, un peu trop de bruit en classe, etc. Tout de suite, j'éclatais en sanglots, en fait, et j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et que quelque chose de grave se passait, en fait. Donc je le gérais assez mal. Ensuite j'ai développé de l'anxiété autour d'être la meilleure en fait. Enfin, c'est bête, mais quand j'étais petite je voulais toujours avoir 20 sur 20, il fallait toujours que je sois la première de la classe. Je me mettais énormément de pression, vraiment, enfin tellement pas nécessaire en plus pour une petite de mon âge à l'époque. J'étais en cours préparatoire et j'étais déjà la boule au ventre avant un contrôle, à pleurer toutes les larmes de mon corps si j'avais pas eu 18, 19, 20. Je me mettais beaucoup trop de pression pour mon âge, donc c'est comme ça que ça se manifestait en tout cas quand j'étais en primaire. Ensuite ça a évolué avec l'adolescence évidemment, grande période de l'humanité qui est l'adolescence avec toutes ces découvertes et tous ces drames, donc voilà un petit peu. Ok. Ok, et donc quand tu étais encore à l'école, enfin en école primaire, tu disais que tu avais cette pression, que tu te mettais cette pression, etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais sur lequel tu avais réussi à alerter peut-être ton entourage, tes parents ou Non, pas vraiment. En fait, je pense que j'avais pas le recul pour pouvoir communiquer dessus, tout simplement. En revanche, c'est une anxiété, un mal-être qui a été détecté, en revanche. Par notamment le corps enseignant de l'école primaire où j'étais. Donc il y a même une fois où ma mère a été convoquée parce que j'avais l'air malheureuse en fait tout le temps, et on a demandé à mes parents si tout allait bien à la maison, si j'avais un souci particulier. Les pauvres, franchement. Pourtant mes parents sont géniaux et il y avait évidemment pas de problème. Mais en fait j'avais cette pression constante et ce challenge que je m'infligeais à moi-même qui me rendait extrêmement rigide à mon âge déjà. Donc effectivement j'étais tout le temps en resting bitch face qui faisait penser éventuellement qu'il y avait un problème, mais en fait pas du tout. C'était juste que je pense que l'anxiété me donnait en fait un air de petite fille malheureuse, quoi. C'est terrible, je trouve, mais c'est très parlant. Donc voilà, les personnes extérieures de mon entourage remarquaient qu'il y avait quelque chose, et mes parents voyaient bien que je me rendais malade pour mes notes, etc. Mais moi, j'étais pas capable encore de le formuler. D'accord.
Ok. Et donc ça a continué après au collège, lycée. Est-ce que tu as continué dans ta scolarité à avoir Oui, cette anxiété-là de performance? ouais, il y avait toujours de la pression que je me mettais à moi-même sur être la meilleure, sur voilà, être toujours dans les premiers, etc. Je supportais pas l'échec. Et ensuite, au collège, l'anxiété s'est amplifiée et a pris une autre forme après un incident. En fait, il y a eu 2 gros incidents au collège qui ont fait exploser mon anxiété et qui m'ont fait rentrer dans une phase assez longue d'anxiété incontrôlable qui m'a pourri la vie pendant des années, en fait. Donc il y a le moment où tu le vis, tu te découvres une anxiété ou en tout cas un mal-être. Tu mets pas forcément des mots sur ce que tu as. À quel moment est-ce que tu as compris ce que c'était? Est-ce que c'est arrivé pendant ton adolescence ou après? Est-ce que tu as réussi à mettre des mots là-dessus? J'ai compris que c'était de l'anxiété et j'ai compris ce qui m'arrivait très tard, en vérité. Parce que je l'ai compris une fois que j'étais adulte. Donc ça a pris quand même beaucoup, beaucoup de temps et je suis restée seule face à mon problème et sans réponse pendant des années. D'accord. Ouais. Et comment est-ce que tu as découvert ce que c'était? Ouais, et bien en parlant. Enfin, en parlant à quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est principalement ma mère, ma maman du coup, qui souffre du même mal, bien sûr, parce que souvent, voilà, c'est quelque chose qu'on tient dans la famille. C'est aussi déterminé par des environnements, des événements, par une histoire que effectivement des membres de la famille vont partager. Donc ma mère, évidemment, quand j'ai eu une énorme nouvelle période d'anxiété quand j'étais plutôt jeune adulte, je lui en ai parlé à ma mère cette fois, j'ai réussi à lui communiquer. Et en fait, je lui ai parlé de mes symptômes, de ce que ça me faisait, des pensées intrusives que j'avais dans ma tête, etc. En étant très très inquiète, parce que voilà, c'était une grande libération aussi pour moi, puisque j'en parlais après des années de silence et d'extrapolation. En fait, j'étais tout le temps en train de m'inventer des histoires, je me montais la tête, je me disais que j'étais peut-être folle, que j'avais peut-être une grave maladie, etc. Parce que j'avais des symptômes très très forts, on pourra en reparler bien sûr. Mais quand j'en ai parlé enfin à ma maman, ma mère elle m'a dit mais Valentine, c'est que tu es anxieuse et je suis pareille que toi et ta sœur aussi d'ailleurs est pareille que toi et voilà. Et en fait, à partir du moment où j'ai communiqué, que j'ai su que c'était de l'anxiété, j'ai commencé à me renseigner sur l'anxiété, savoir ce que c'était, les symptômes, etc. Et évidemment, sur l'anxiété, j'ai découvert avec les années que la connaissance, c'est une vraie arme contre laquelle on peut se lier, avec laquelle on peut se lier plutôt contre l'anxiété et connaître les choses, avoir des informations sur ce qu'on ressent, sur pourquoi on le ressent, sur ce qui se passe dans la tête quand on a une attaque de panique, etc. Ça nous aide à poser une image, à prendre un pas de recul et à constater qu'en fait, il se passe rien de grave et que tout va bien aller. Mais c'est quand même très difficile. Voilà. Ok, c'est très clair. Tu parlais de symptômes, tu disais que tu vivais des symptômes très forts. Ouais. Est-ce que tu as envie d'en parler? Comment est-ce que ça se manifestait? Ouais, bien sûr. Voilà, j'ai pas toujours eu les mêmes symptômes. Bien sûr, ça aussi, ça évolue. Quand j'étais au collège, en général, j'avais des attaques de panique. Déjà, je ne savais pas ce que c'était qu'une attaque de panique. Je ne connaissais même pas le terme. En fait, j'ai commencé à avoir des attaques de panique. Du coup, après 2 événements, on pourra y revenir si tu le souhaites, Grégoire. J'ai pas de souci à partager ça. C'est pas trop intime, c'est pas trop personnel, Ok. ni trop profond. Enfin, je vais pas me partir en attaque de panique justement en le mentionnant. Ça va aller. D'accord. Euh, Si tu veux, tu peux le mentionner déjà ouais, là, si tu le souhaites. je pense que ça pourra te donner plus d'indications sur la chronologie des événements, etc. Mhm. Donc déjà, je suis en 5e, je viens de déménager. Donc voilà, déjà du stress, de l'environnement, je suis déjà en période d'adaptation. J'ai 13 ans, voilà, adolescente de 13 ans, il y a les règles qui arrivent, il y a plein de bouleversements hormonaux qui arrivent dans mon corps. Donc vraiment, à ce moment-là,
je me sens pas bien. Je me sens pas bien à l'extérieur, l'environnement, c'est plus ma maison, c'est plus mon collège, c'est plus mes amis. À l'intérieur, il y a mes hormones qui fusent de partout, je suis pas très à l'aise non plus, je commence à avoir des boutons d'acné, enfin vraiment, c'est pas une super période pour moi. En fait, dans ce collège que je fréquente, je suis dans une classe super où je me fais quand même de bons amis assez rapidement et j'ai mon frère Arthur du coup, qui est mon frère jumeau, qui est avec moi dans la classe. Mon frère, je l'adore, c'est mon meilleur ami, même aujourd'hui, hein, même adulte, on s'entend super bien. En fait, un jour, on va au sport. On a classe de sport, du coup, sur le terrain. Dehors, il pleut, c'est une journée affreuse. Et en fait, Arthur est en train de faire l'andouille avec ses amis, avec des petits bouts de paille, en fait, de paille en plastique, qu'ils ont découpé avec un ciseau en classe et qui s'amusent à mettre sur leur langue pour faire des espèces de zozotements, etc. Tu vois, voilà, ce genre de conneries un peu de collège. Sauf que voilà, on est en train d'aller sur le terrain de sport, on se dirige avec la classe et avec le professeur qui est en tête, et en fait là on entend un bruit, une toux, et en fait c'est mon frère qui est en train de s'étouffer avec le morceau de paille qui est parti dans sa trachée. Du coup il est en train de s'étouffer en fait, vraiment. Moi pendant ce temps-là, je suis en train de courir comme une dératée sur le terrain de sport. Je n'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer. Ça fait 20 minutes qu'on est sur le terrain, donc je suis en train quand même de me demander ce qui se passe. Et là, je vois les pompiers arriver, sortir et courir du coup vers l'école. Et juste derrière, je vois ma grande sœur, Émilie, qui arrive en trombe, qui ouvre la portière de sa voiture et qui court aussi en talons. Enfin, elle venait clairement de sortir du travail en panique et elle se dirigeait vers l'école. Donc là, je comprends que non seulement les pompiers sur mon frère, mais qu'en plus, ma famille est alertée et que là, c'est très grave ce qui se passe. Donc là, évidemment, panique énorme. Donc je sors, je vois mon frère qui se fait embarquer et en fait je passe plusieurs heures en fait sans trop de nouvelles parce que du coup moi je suis restée au collège, ensuite on est venu me récupérer, etc. Donc finalement mon frère a été du coup opéré, on est allé mettre une caméra pour récupérer le truc, etc. Enfin vraiment un cauchemar. Tout ça c'est bien terminé, mais honnêtement ça a été quand même très traumatisant pour nous tous. Aujourd'hui, on arrive à en rire un peu et avec le recul, voilà, ça reste une anecdote du collège qui nous a marqué, mais sur le coup, voilà, ça a été très très difficile. Pour moi, ça a été une journée qui m'a beaucoup marquée. Et un mois après cet événement, du coup, c'était la période de Noël, c'était le 1er janvier en fait, exactement. J'étais dans le salon familial, en fait, devant un écran d'ordinateur, donc le gros PC familial, là, tu vois. Et je suis en train de regarder, en fait, des vieilles photos. Des photos de la ville dans laquelle j'habitais avant. Je suis en train de regarder des photos de ma fête de départ. J'avais fait une boum pour mon départ avec tous mes amis, avec mon amoureux, ma meilleure amie. Et je regarde ces photos-là, et d'un coup, je ressens mais une émotion très intense, beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaucoup de rancœur aussi, j'en voulais aussi à mes parents indirectement parce que le déménagement, bah voilà, dans ma tête d'adolescente de 13 ans, c'était eux qui en avaient décidé ainsi, donc j'étais en train de souffrir à cause de leur décision, à cause de leur choix. Et en fait, cette émotion m'a tellement submergée que d'un coup j'ai eu une énorme bouffée de chaleur. Ma vision s'est troublée, j'ai eu une espèce de dépersonnalisation et je suis tombée dans les pommes. Voilà, tout a tourné et je suis tombée face contre terre, par terre. Donc là, je me rappelle de rien, évidemment. Je me rappelle, mon père est en train de me gifler, ma mère est sortie de la maison. Voilà, elle a tellement paniqué de me voir inerte par terre qu'elle est partie. Elle a fait un déni de la situation. Mon frère est en larmes absolues, en panique. Enfin, clairement. Tout le monde me dit, mais on a cru que t'étais morte, enfin, qu'est-ce qui se passe, etc. Moi, blanche comme un linge, je reviens à moi, je sais pas ce qui s'est passé. Ni deux, mon père m'emmène aux urgences. Je reste des heures dans la salle d'attente à me demander ce qui m'arrive, à avoir peur que ça recommence, etc. Je passe la nuit là-bas, on me fait une batterie d'examens, et en fait, c'était un malaise vagal. Voilà, je suis tombée, voilà, j'ai mangé un petit peu, ça allait mieux, je suis ressortie, rien de plus.
Donc finalement ça allait, j'ai fait plein d'examens complémentaires pour vérifier si j'étais pas épileptique, pour vérifier plein de choses. Tout était ok. Mais en fait, j'ai été tellement traumatisée de ce moment-là, de me réveiller, de voir la scène de panique que ça avait généré dans le salon familial, de voir ma mère qui était partie, mon père qui était paniqué au-dessus de moi, etc. Enfin, c'était très 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 intense comme situation et ça en fait ça m'a traumatisée en fait et à partir de là j'ai développé un trouble panique parce que je suis rentrée dans une espèce de spirale où j'avais constamment peur que ça recommence. J'avais constamment peur de refaire un malaise, de m'évanouir à nouveau. Et du coup, j'étais tout le temps en train de paniquer, de vivre dans cette peur de refaire un malaise. Et du coup, c'était ma première expérience avec le cercle vicieux de l'anxiété, c'est-à-dire t'as peur d'avoir peur, en fait. Et ça a été très très difficile pour moi parce que dans ces attaques de panique, mon corps recréait du coup les symptômes que j'avais eus avant de m'évanouir. Donc j'avais beaucoup de bouffées de chaleur, beaucoup de sensations de dépersonnalisation, j'avais mon cœur qui battait, beaucoup de sensations que j'ai eues juste avant du coup de faire un malaise. Et ça a été terrible parce que à partir de ce moment-là, les attaques de panique se sont manifestées à certains moments de ma vie, du coup. Par exemple, un jour, j'en ai eu une énorme en cours de technologie, voilà. Sauf qu'ensuite, le cours de techno, moi, mon cerveau, il l'a enregistré comme lieu de danger. Là, dès que tu vas aller en techno, c'est sûr, tu vas faire une attaque de panique. Il faut à tout prix éviter cet endroit. Vraiment, danger. Donc ça, c'est très compliqué. Je pense que tous les anxieux qui nous écoutent vont se reconnaître. Le fait d'avoir une espèce de carte mentale. Vraiment, c'est la carte, tu sais, la carte dans Harry Potter, là où t'as les petits pas, où t'as les trucs. Moi, c'est ça, sauf que dedans, il y a les pièces où il y a l'anxiété, il y a les pièces où il y a moins d'anxiété, etc. En fonction de si j'ai fait une attaque de panique dans ces situations ou pas, mon cerveau vraiment enregistre ces situations-là comme des situations à éviter. Et c'est là où le problème commence. Oui, totalement. Ouais, je me reconnais évidemment là-dedans. Je pense que beaucoup de personnes qui écoutent aussi, et le fait d'avoir une situation, même physiquement, qui nous marque, et derrière la peur de se retrouver à revivre cette situation-là, et donc attribuer des situations ou des actions qu'on peut faire, les attribuer au risque de revivre cette même situation, cette même scène. C'est ça. C'est quelque chose d'assez traumatisant. Ouais. Parce que ça fait regarder son quotidien d'un œil complètement différent, avec énormément d'anticipation, énormément de crainte et donc tout simplement d'anxiété, mais d'anxiété mal placée entre guillemets, dans des situations qui sont en fait totalement inoffensives, quoi. Ouais, c'est ça qui est fou. Ouais, absolument. Parce qu'en soi, dans un cours parce que ça a commencé par le cours de techno. Mais évidemment, ensuite, il y a eu le cours de maths. Ça a commencé aussi à être un lieu où j'ai eu de l'anxiété. En fait, mon cours de maths, ça commençait toujours par le prof qui désigne quelqu'un de la liste des élèves pour venir résoudre un exercice au tableau. Bon, ça, tu vois, quand j'y repense, j'ai tellement de peine, en fait, pour la version jeune de moi-même, parce que quand je me rappelle de l'état dans lequel ça me mettait, en fait, c'était juste passer au tableau, en fait. Il allait pas m'assassiner, le professeur de maths, mais juste, je me rappelle, j'attendais qu'il choisisse le nom de l'élève qui allait passer au tableau, et j'étais en sueur, je tremblais comme pas possible, je comprenais plus rien à ce qui se passait. C'était terrible, en vrai. Et du coup, ça pourrissait mes journées au collège, qui auraient dû être, pleines de bons souvenirs. Évidemment, il y a des bons souvenirs au collège. Dieu merci, j'ai quand même des bons souvenirs là-bas. Mais c'est vrai que chaque jour de collège, et les cours qui s'enchaînaient, etc., c'était un parcours du combattant pour moi. Le matin, je me demandais comment j'allais réussir à finir ma journée. Et à 13 ans, c'est pas normal de vivre ça et surtout de l'affronter tout seul. Donc voilà. Ouais, c'est une période qui est assez cruelle pour beaucoup, même pour des gens qui n'ont pas de troubles de l'anxiété. La période du collège est difficile. On sort de l'école un petit peu
quand on a de la chance, une école un petit peu maternante, Oui. même si j'aime pas trop le terme, mais bon, bref, en tout cas, une école qui est là pour nous accompagner, qui a la possibilité de prendre en compte les spécificités de chaque élève, etc. Et là, on arrive dans un tronc commun avant d'arriver au lycée où derrière, on s'est un petit peu plus affiné, on s'est un petit peu plus affirmé, entre guillemets, dans notre voie, et on peut choisir quelque chose qui nous correspond peut-être un peu mieux que le tronc commun. C'est vraiment une période compliquée, quoi. Ouais. Puis l'adolescence qui intervient juste à ce moment-là. Donc forcément, je peux imaginer le poids que ça peut avoir sur quelqu'un qui a des troubles de l'anxiété à ce moment-là. Ouais. Moi, mes troubles de l'anxiété sont apparus plus tard, mais je sais que le terrain anxieux était déjà là. Ouais. Et je sais que pour moi, il y a beaucoup de choses qui étaient un calvaire. Et quand tu parles de ce début de cours où tu attends que quelqu'un soit désigné par le ou la prof, ça ravive des trucs, tu vois, de se dire ah ouais, c'est vrai que Ouais, mais moi aussi, on avait des trucs qui étaient compliqués, je quoi. le sens physiquement, tu vois. Je sens que dans mon estomac, mon corps se rappelle de ces moments-là. Mon corps s'en rappelle vraiment de ces sensations qui précédaient du coup. Et évidemment, un jour dans l'année, il a dit Valentine. Mais alors, Bien sûr. le moment où j'ai entendu mon prénom, je me rappellerai mieux que le jour de mon mariage. Si un jour je me marie, je pense. J'entends mon nom dans la salle et je me dis, mais comment je vais faire pour me lever? C'est sûr, je vais tomber, c'est sûr, je vais faire un malaise, c'est sûr, je vais m'évanouir. Parce que éventuellement, c'est toujours ça en fait. Moi, ma bête noire, c'est ce malaise que j'ai eu le malheur de faire quand j'avais 13 ans. À chaque fois, quand j'avais une attaque de panique, in fine, la peur que j'avais, c'était de retomber en fait. Ouais. Ouais, ça c'est quelque chose que j'ai vécu aussi donc un peu plus tard en étant adulte, la peur de tomber dans les pommes et la peur de m'évanouir, notamment dans les transports en commun. Oui. Tu vois, dans le métro entre deux stations. Oh là là, bien sûr. À chaque fois qu'il y a pas d'issue possible et la peur de bon, on peut évidemment parler de cette peur-là, mais ça ne sert à rien de la rationaliser parce que c'est pas comme ça que ça marche de toute façon. On sait très bien que voilà. On va pas être laissé pour mort dans un caniveau ou dans une station de métro si jamais ça nous arrive. Mais c'est juste que voilà, le mental prend le pas quelque chose prend le pas dans le mental et ça se retranscrit dans le physique. On ressent en fait quelque chose de pressant, une urgence. Il y a une urgence à changer la situation impérativement, à sortir, à fuir ou à je sais pas, sortir de cette situation pour qu'elle ne n'oppresse plus, pour qu'elle ne soit plus un carcan. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier et qui est très difficile à expliquer à quelqu'un qui ne le vit pas. Parce que toute personne qui sera en dehors va tenter de raisonner, rationaliser. Et ce que ça va faire, c'est que ça va plutôt culpabiliser la personne qui vit ça et qui va encore plus se sentir angoissé en disant mais oui, mais c'est vrai que c'est bête, alors pourquoi est-ce que je le vis? Pourquoi est-ce que je le ressens? Qu'est-ce qui va pas chez moi, etc. Et ensuite, on va culpabiliser, ce qui fait qu'ensuite, on va encore plus s'en vouloir. Et effectivement, non, je te rejoins complètement sur du coup les peurs, la peur dans les transports, évidemment. Ça, c'est sûr. En fait, ce qui est difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas anxieux, c'est que à ce moment-là, notre cerveau est convaincu qu'on est dans une situation d'urgence dont il faut s'extraire immédiatement. Donc, en fait, une fois, j'ai dit à un ami, mais en fait, là, c'est comme si quelqu'un était avec un revolver en face de moi. Mon cerveau me donne toutes les sensations que j'ai. C'est pour m'aider à courir très vite, pour m'éloigner de cette situation, en fait. C'est pour ça que tu me vois en train de transpirer, de trembler, j'ai de l'adrénaline. Là, je suis prête à tuer un ours à main nue. donc, en fait, voilà. Et ce qui est compliqué aussi avec l'anxiété, c'est que l'anxiété prend tellement de place chez les personnes comme nous, avec ce terrain anxieux dont tu parlais. C'est que l'anxiété finit par se diffuser dans plusieurs peurs un peu éparpillées dans nos vies. Donc, la peur des transports, bien sûr, la peur d'être enfermé dans un endroit, la peur de prendre l'avion, dans mon cas, la peur de conduire sur une autoroute, de ne pas pouvoir sortir comme je veux de l'autoroute, du véhicule, de l'habitacle, j'ai peur de m'étouffer, sans doute lié à l'accident de mon frère, j'ai peur de faire un malaise, j'ai peur de parler en public, j'ai peur de plein de choses, en fait. Et du coup, ça fait une espèce d'existence où tout m'effraie, en fait.
Et si je me laisse trop faire et que je ne fais rien, je finis clouée sur le sol, à plus être capable de rien faire du tout, en fait. C'est ça qui est terrible. Ouais. Totalement. Why can't we get AI to production? Our competitors are already. How do we keep data secure? When do we actually see ROI? All this talk about AI, but talk doesn't transform businesses. AWS AI cuts through the noise, making AI easier to securely deploy and scale. With ready-to-use agents and the broadest set of AI tools and services, you can build, buy, or partner your way. Stop overthinking. Start building. AWS AI is how. While every other channel is fighting for your customers' attention, podcasts are where they've already given it. No one accidentally listens to a podcast for 45 minutes. They choose to be here. They trust the voice in their ears, and when that voice talks about your brand, it doesn't sound like advertising. It sounds like a recommendation from a friend. Acast gives you that trust at scale. Digital precision, host-read authenticity, and performance data that proves it worked. Don't fight for attention. Buy it with Acast. Learn more by visiting acast.com/advertise. Et alors, donc tu nous as décrit les symptômes et le côté un petit peu physique, physiologique en tout cas de ça. Tu as dit tout à l'heure que quand ta maman t'en a parlé, et que tu as compris que en fait, tu as pu mettre des mots sur ce que tu as fait des recherches pour comprendre ce que c'était. Comment on fait des recherches là-dessus et comment on tombe pas dans les pièges parce que on sait que quand on cherche sur ce genre de sujet maintenant sur Google, si on suit certains comptes Instagram ou autres ou des coachs, on peut tomber sur des choses qui sont plus ou moins du scam ou plus ou moins spirituel, tu vois, il y a beaucoup de choses qui s'éloignent un petit peu du côté vraiment purement thérapeutique et psychologique du sujet. Comment on fait pour faire des recherches là-dessus et s'assurer qu'on lit pas n'importe quoi? Ouais, bien sûr. Alors, je pense que honnêtement, ça se voit quand il y a quelque chose d'un peu moyen, un peu porté énergie et bougie senteur sapin, tu vois. Donc, j'ai commencé par en fait, je pense que j'ai tout simplement tapé anxiété dans YouTube, en fait, qui est mon réseau social préféré, parce qu'il y a plein de choses. Et je me rappelle être tombée sur une vidéo, en fait, d'un médecin qui parlait, en fait, de l'anxiété et qui a utilisé plein de termes que je ne connaissais pas à l'époque. Mais du coup, je me suis familiarisée avec le trouble panique, avec agoraphobie, la peur panique, la crise d'angoisse. Voilà, pas mal de... Tu vois, ce verbatim qu'on connaît très bien, nous les anxieux, du coup, maintenant. Mais en fait, avec un professionnel qui va expliquer, en fait, ce qui se passe concrètement. Voilà ce que c'est qu'une attaque de panique. Vous allez ressentir ces sensations. Et puis, ça va durer, parfois 2 minutes, parfois 10 minutes, parfois 30 minutes, sur des cas un peu plus longs, un peu plus extrêmes. Et du coup, quand tu trouves cette vidéo pour la première fois, je sais pas pour les autres, pour ceux qui nous écoutent, mais en tout cas pour moi, ça a été un grand soulagement parce que je me suis dit, mais enfin une explication, en fait ça existe. Ce que j'ai n'est pas... En fait, je ne suis pas folle, je ne suis pas complètement débranchée là. C'est quelque chose qui existe, qui est médicalement explicable et que probablement plein de personnes vivent en fait. Donc dans mon cas, ça a été un grand soulagement en fait de voir que oui, ça a un nom, ça a une liste de symptômes et ça existe dans le corps médical en fait, c'est reconnu. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais, totalement d'accord avec ça. Le moment où tu comprends que t'es pas la seule personne à avoir ça, que d'autres ont la même chose, soit plus ou moins la même chose, soit exactement la même chose, les mêmes situations, les mêmes symptômes, c'est... À la fois, tu te dis, bon, t'as de la peine pour ces personnes-là, mais en même temps, tu te dis, mais quel soulagement de se dire, voilà. Je pense que, tu parlais de consultations que tu avais faites pour voir si tu n'étais pas épileptique ou s'il n'y avait pas des problèmes de santé physiologique existants. J'ai fait la même chose, je l'ai raconté plusieurs fois dans le podcast, mais d'aller consulter des spécialistes en se disant ça doit être ci, ça doit être ça. Tu peux développer une certaine hypocondrie aussi en se disant je pense que j'ai un problème et comment ne pas penser qu'on a un problème
quand on a des symptômes et qu'on n'arrive pas à les expliquer, quoi. Enfin, Bien sûr. quand on ressent cette sensation d'urgence qu'on décrivait quelques minutes plus tôt, évidemment qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Et alors ces vidéos-là, et pour moi c'était plutôt de l'audio, c'était des émissions de radio qui en parlaient. Oui. Ça, c'est évidemment la raison pour laquelle j'ai fait ce podcast, c'est d'entendre quelqu'un en parler de manière calme et de manière un petit peu, comment dire, enfin tu vois, d'avoir l'impression que la personne sait de quoi elle parle, etc. C'est de se dire, ok, donc en fait, non seulement ça existe, mais en plus, on a déjà commencé à réfléchir à la question, on a déjà commencé à dégrossir le sujet, à trouver des possibles thérapies, etc. Donc, ouais, ça m'a fait un double effet pour moi. Ça a été d'abord un soulagement, et puis ensuite, dans un second temps, un petit peu une peur de ça va être dur, ça va être un long chemin. Ouais. Et ça va pas être juste ah mais tiens on t'a trouvé ça dans le corps, on va le modifier, Ouais, on va le c'est ça. guérir et après ça ira mieux. C'est de se dire ah ok en fait le chemin va être long et faut que je m'y prépare quoi. Ouais, Ouais. tout à fait. Non, c'est vrai que Ok. c'est pas évident et évidemment, le premier réflexe de quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler et qui a tous ces symptômes, etc., c'est de chercher ce qui va pas à l'intérieur de soi, de faire des examens, de vérifier que tout est OK, parce que les symptômes, ils sont réels, en fait. Moi, quand d'un coup j'ai une sudation, que je me mets à transpirer parce que j'ai des bouffées de chaleur, etc. Je veux dire, je vois bien que je suis trempée, que j'ai vraiment eu des bouffées de chaleur inexplicables. Quand je tremble, je vois bien que je tremble, que ma main tremble, que les gens autour de moi le voient. Donc c'est des symptômes qui sont bien réels. Donc évidemment qu'au début on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive en fait? J'ai une maladie, j'ai quelque chose, c'est pas possible. Donc évidemment. Après, aujourd'hui, je pense que grâce aux réseaux sociaux, c'est à la fois un problème et une solution, mais il y a quand même accès à de l'information, à des personnes qui sont un petit peu plus décomplexées par rapport à la santé mentale qu'il y a 10-20 ans. Je pense à ma maman d'ailleurs qui souffre du même mal que moi. À l'époque, elle n'avait pas les mêmes ressources et les mêmes outils, j'imagine, donc ça a dû être très difficile pour elle. Mais à la fois, voilà, comme tu l'as dit, l'intensité, le volume d'informations qu'on trouve sur les réseaux n'est pas toujours très, très vérifiable ni vérifié et il y a beaucoup il y a beaucoup de conneries, voilà, il y a beaucoup de conneries. Il y en a pas mal, ouais. Ouais. Il y en a pas mal et je pense qu'un bon conseil pour les éviter, c'est quelle que soit la détresse dans laquelle on se trouve, ne pas croire à des formules magiques et des solutions miracles, C'est etc. ça, exactement. Comprendre, comme je l'ai expliqué, que ouais, ça va pas se régler en un coup de bistouri et ça va pas se régler en une pilule ou un truc. C'est plus compliqué, c'est plus long, c'est faisable, c'est gérable sur le long terme, mais ne pas croire des gens qui vous proposent des solutions miracles, quel que soit le montant qui vous est demandé. Ouais, tout à fait. Il faut faire attention à ça. Mais il faut évidemment, c'est important de varier les sources aussi, d'essayer de trouver pas seulement une source d'infos, mais essayer de faire des recherches sur certains termes, comme tu disais. Si on découvre, moi j'ai découvert par exemple le terme d'agoraphobie quand j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, Bien sûr. et ça déjà ça m'a ouvert une porte, et puis derrière je sais pas combien de portes ont été ouvertes par la suite, mais c'est un long chemin pour comprendre ça. C'est quelque chose de très complexe qui prend des formes très différentes. Chacun le vit différemment, chacun s'en sort différemment aussi. Donc voilà. Et on parle du coup de s'en sortir. On a parlé pas mal de ton adolescence et du lycée et un petit peu du monde adulte, de la vie adulte. Comment ça se passe aujourd'hui pour toi? Quelle place est-ce que ça prend, l'anxiété, pour toi aujourd'hui? Écoute, l'anxiété, elle fait toujours partie de ma vie. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu disais juste avant, sur voilà, toutes les théories un peu fumeuses, les promesses et les paillettes qu'on met sur certaines pratiques, sur certains programmes. Il faut payer, vous serez plus jamais anxieux, etc. Bon, ça déjà, c'est un red flag. Espérer ne plus jamais être anxieux, c'est un leurre, honnêtement. Et ça... je suis désolée pour les auditeurs qui sont pas forcément encore sur ce stade, mais quelqu'un d'anxieux en pratique,
le restera toujours un petit peu. Après, il faut juste essayer de redoser, de remettre les choses à la bonne place. Donc aujourd'hui, moi, je suis plus dans la gestion. En fait, je gère un petit peu mieux mon anxiété. Elle est toujours là, et j'ai accepté en fait qu'elle fera partie de ma vie. J'essaye aussi d'avoir un autre regard sur elle, c'est-à-dire que l'anxiété à la base, elle est là pour me protéger en fait. L'anxiété, elle vient parce que le cerveau pense que je suis dans une situation dangereuse qui va pouvoir me mettre vraiment en danger et potentiellement me faire mourir en fait. Et l'anxiété vient me donner toutes ces sensations désagréables, me donner tous ces messages, il faut sortir du métro tout de suite, sinon ça va très mal aller. Elle vient en fait pour me dégager de cette situation et pour me mettre en sécurité. Donc à la base, l'anxiété, c'est une amie en fait. Elle a un rôle et c'est de nous mettre en sûreté. C'est juste que voilà, chez nous, cette partie-là du cerveau, elle est activée. Le bouton urgence est activé beaucoup plus vite et beaucoup plus souvent qu'une personne qui n'est pas anxieuse. Et c'est pas grave, il faut essayer de réguler ça, d'être un petit peu plus dans la mesure, de travailler sur la prise de recul, etc. Et effectivement, je suis toujours sur ce chemin-là. J'ai eu des clés du coup pour m'en sortir un petit peu. Évidemment, je suis en psychothérapie, évidemment. C'est le meilleur que je puisse souhaiter à quelqu'un. Faites une psycho si vous n'avez pas fait une thérapie. Parlez à quelqu'un de ce qui va et de ce qui va moins bien. Et du coup, moi, c'est la thérapie cognitive et comportementale, la TCC. Je suis sûre que ça te parle aussi. C'est un terme que j'ai appris à travers mes nombreuses recherches. Du coup, voilà, c'est quelque chose pour gérer, pour guérir de l'anxiété par l'exposition. Donc, vraiment s'exposer de façon graduelle, d'abord un tout petit peu, puis beaucoup, à ce qui nous fait peur, en fait, pour rééduquer le cerveau et pour lui faire comprendre que non, dans le métro, on n'est pas en danger, on est en sécurité. Par exemple, voilà, avec le métro, ça va peut-être être, voilà, le premier jour, descendre sur la rame et pas monter dans le métro, mais juste, voilà, rester 5 minutes sur le quai avec les gens, etc., l'odeur, l'ambiance, etc. Puis on remonte. Le jour 2, rester peut-être 5 minutes de plus. La semaine d'après, peut-être, monter dedans, pour un arrêt, et ensuite on rentre chez soi à pied. Enfin voilà, c'est vraiment de l'exposition graduelle. Et ça, pour le coup, c'est prouvé. Enfin, ça fonctionne très très bien. Donc moi, je fais ça du coup avec ma psy. Je m'expose surtout aux sensations que j'ai. Donc par exemple, moi, les vertiges et la dépersonnalisation, la sensation de ne plus être là et de voir un petit peu flou, etc., c'est quelque chose qui me fait très peur, tout simplement parce que c'était le symptôme majeur que j'ai eu quand je me suis évanouie. Et du coup, avec ma psy, on s'amuse à faire des ronds, en fait, on tourne sur nous-mêmes, en fait, pendant les séances, on fait peut-être 10 tours, mais en fait, ça suffit pour me faire un petit peu tourner, ensuite on s'assoit, on fait la séance, mais voilà, parfois je le fais aussi dans ma chambre, allez hop, on va faire 10 tours sur nous-mêmes, ça va tourner un petit peu, mais ça va bien se passer, on va voir que il va rien se passer de plus, en fait, et que cette sensation, elle est pas grave, elle est pas mortelle. Donc voilà, donc j'ai un peu l'air d'une débile quand je fais des ronds sur moi-même dans mon salon, mais en tout cas voilà, ça m'expose graduellement du coup à cette sensation, et du coup quand elle apparaît parfois, quand j'ai tendance à paniquer, elle me fait un petit peu moins peur, en fait. C'est ça le but de la théorie, de la thérapie, la thérapie cognitive comportementale, c'est vaincre la peur par l'exposition de ce qui nous fait peur. Par contre, il faut un petit peu de courage du coup, parce que forcément il faut rentrer dans l'arène et il faut aller affronter ce qui est effrayant, et du coup c'est pas tous les jours facile, mais en tout cas ça marche. Yes, je me retrouve aussi là-dedans, et c'est très clair. La TCC, la thérapie comportementale et cognitive, c'est ce que j'ai suivi aussi. Ouais. Ça m'a fait beaucoup de bien. On n'a pas forcément mis en pratique avec le thérapeute, tu vois, il n'y avait pas forcément un suivi pratique, mais le thérapeute m'encourageait beaucoup effectivement à faire du graduel, notamment dans les transports, parce qu'en fait j'avais trouvé mes petits trucs pour pas avoir de crise d'angoisse dans les transports, parce qu'il y a des moments où ça m'arrivait presque une fois par jour. Et du coup c'était avoir un podcast dans les oreilles, et en même temps vraiment changer le focus, jouer sur mon téléphone à des jeux débiles et écouter un podcast en même temps.
Et puis au fur et à mesure, ne plus jouer au jeu, mais garder le podcast. Puis au fur et à mesure, ok, peut-être que j'ai oublié mes écouteurs aujourd'hui, c'est pas grave. Tu vois, je vais pas refaire 2 arrêts de métro dans l'autre sens pour aller les chercher. Enfin, il y avait vraiment tout ça. Donc, c'était il y a quelques années déjà, mais on oublie au bout d'un moment à quel point ça a été graduel et à quel point c'était tout était maîtrisé, quoi. Moi, c'est quelque chose que j'ai oublié un peu parce que depuis que je vis à Berlin, j'ai emménagé à Berlin il y a 5 ans. La thérapie, je la faisais avant, il y a 7 ans, quand j'étais à Paris. Et je me rends compte du chemin qui a été fait entre les deux, entre le début de la thérapie et maintenant, c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. C'est impressionnant. Et je sais que, alors peut-être pour certains auditeurs ou certaines auditrices, ça va, enfin, je sais pas, je pratique pas moi-même la TCC, enfin, tu vois, j'en parle à chaque fois, donc c'est juste que comme je suis passé par là et comme c'est une thérapie qui a des effets positifs et qui a plutôt des bons échos. Enfin, on a plutôt des bons échos de cette thérapie-là. J'ai tendance à en parler parce que c'est quand même une des principales choses que je connais pour s'en sortir. Et sûrement d'autres choses, d'autres sortes de thérapies. Chacun trouve un petit peu ce qui lui convient, pardon. Mais c'est vrai que ça, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment adapté à chacun, que c'est graduel, donc que ça s'adapte à toute situation. C'est vraiment bien. Si jamais vous voulez en savoir plus sur la TCC, il y a un épisode qui est fait typiquement sur cette thérapie-là avec la psychologue Laura de Miras, qui est donc psychologue clinicienne TCC et qui parle très très bien de ça. Voilà. Ok, et donc là, on n'a pas trop parlé, on en a parlé au début, mais pas vraiment dans l'épisode pour de vrai. T'as passé 4 ans à New York, et maintenant tu es de retour à Paris. Est-ce que tu te souviens de ce que ça représentait pour toi de partir il y a 4 ans, donc de changer complètement d'environnement et de partir t'installer à l'étranger quand même loin de chez toi, tu savais pas peut-être que tu partais pour 4 ans, mais d'aller t'installer à l'étranger, qu'est-ce que ça t'a apporté, comment tu l'as vécu? Ouais, absolument. C'était terrifiant, évidemment. Tout à fait terrifiant du coup. Mais c'est quelque chose qui me faisait envie. J'avais déjà passé un peu de temps près de Londres quand j'étais en études et ça m'avait bien plu. Donc, et honnêtement, partir 18 mois à New York, je me suis dit que c'était super. C'était avec la boîte dans laquelle je suis. Donc je me suis dit, let's go. Ça me faisait très peur, bien sûr. Je n'avais jamais fait de long courrier, de vol long courrier. J'ai très peur de l'avion. J'ai peur en fait d'être confinée, de me sentir enfermée. Je me sens vite en train d'étouffer, etc. Que ce soit dans le métro, que ce soit dans l'avion. Alors l'avion en plus, moi je vois ça vraiment comme un espèce de tube propulsé très très vite, très très rapidement, très haut, où je ne peux pas sortir pendant des heures. Donc évidemment ça me stresse énormément. Même quand je suis au cinéma, en fait toutes les situations dans lesquelles je suis bloquée. Pendant des années, du coup, quand j'étais jeune et que j'avais pas du coup tous les outils que j'ai aujourd'hui, j'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire dans l'anxiété, c'est-à-dire mettre en place des stratégies d'évitement. Donc, en fait, si une situation me fait peur, j'arrête de me mettre dans cette situation tout simplement. Et là, en fait, on rentre dans un très très mauvais réflexe, c'est-à-dire qu'on laisse l'anxiété décider de notre vie à notre place. Ça c'est pas possible. Par exemple, quand j'étais au collège, lycée, j'avais tellement peur d'aller chez le coiffeur, vraiment d'être immobile sur un siège, de pas pouvoir partir, d'avoir des mèches et de pas pouvoir dire non stop c'est bon on arrête tout, je m'en vais. Ça c'était pas possible évidemment. Du coup j'ai arrêté d'aller chez le coiffeur parce que ça me faisait trop peur. L'éclairage dans les magasins aussi, dans les grands magasins, j'ai l'impression que ça tournait, l'éclairage me convenait pas, donc j'ai arrêté d'aller dans les magasins, d'accompagner ma maman, etc., alors que ça me faisait plaisir. Les photos de classe, un cauchemar, les photos de classe, parce que je dois être debout, immobile, pendant plusieurs minutes, parfois le temps que le mec fasse sa photo. Sur toutes les photos de classe, de collège et de lycée, on voit que je suis en attaque de panique totale sur la photo et ça me fait tellement mal au cœur de voir
la petite Valentine que j'étais, trop terrifiée de faire la photo de classe et incapable de sourire parce que en attaque de panique totale. Donc voilà, désolée, je suis complètement partie à côté là, mais je sais même plus de quoi je Non, mais on va revenir sur le sujet, mais je voudrais juste mentionner que c'est assez dingue parce que quasiment toutes les situations que tu nommes, j'ai la même chose. Ah, c'est pas vrai. Ouais, et c'est la première fois, je pense que ça arrive parce que la plupart des gens vont me dire non, moi c'est quand je fais ci, quand je fais ça. Ouais. Mais tu as nommé donc le cinéma, coiffeur, avion, transport, train aussi, j'avais ça. Ouais. Le fait d'être bloqué dans une situation, de ne pas pouvoir en sortir, de ne pas pouvoir décider quand j'en sors. C'est ça. Pour moi, c'est un vrai cauchemar. Un déjeuner de famille, un restaurant bloqué dans un coin et pas, tu vois, sur une chaise dont je peux partir à tout moment. Tout ça, je peux complètement m'identifier à ça parce que j'ai eu la même chose. J'ai encore des réminiscences de ça. Moi aussi, j'ai vraiment le cas de ça tout le temps. Hier, j'étais en train d'avoir une conversation avec un collègue que j'adore. C'était un pot de départ, c'était un moment joyeux. Et je me suis sentie coincée dans la conversation. Et j'ai eu envie de partir et je ne savais pas comment faire. Et j'ai commencé à avoir des sensations, les jambes qui se dissolvent. Et une bouffée de chaleur. Et puis je suis là. Et puis j'essaye de m'occuper. Je passe la main dans mes cheveux. Je deviens nerveuse et c'est insupportable. Et en fait, au bout d'un moment, on me dit « Mais ça va, t'as pas l'air bien. » Bon, ça, c'est vraiment le pompon sur la Garonne. Quand quelqu'un voit que ça va pas et me demande si ça va, et alors là, c'est là que ça va pas du tout. C'est exactement ça. C'est assez dingue. Ouais. Précisément ça. Ouais. Et c'est ouf. Ok. Ouais. Tu vois, ça fait du bien moi, ça me fait du bien de te le dire, et moi, ça me fait beaucoup de bien aussi que tu me dises, punaise, mais moi aussi. Voilà. C'est pour ça qu'il faut en parler, tout le monde là. C'est pour ça qu'on fait des podcasts là-dessus. Totalement. C'est pour ça qu'on est en train de libérer la parole de l'anxiété et de la santé mentale. Donc voilà. Écoute, trop bien. Mais du coup, voilà, je suis partie complètement à côté. À la base, on parlait de New York. T'inquiète, on va y revenir. Donc tu disais, en fait, déjà, le fait de partir, c'était quelque chose. Le fait de devoir prendre un avion long courrier, c'était vraiment une épreuve. Et donc, d'arriver, j'imagine, là-bas, à l'étranger. Dans un pays dont je ne sais quasiment rien. Voilà, j'ai vu des films, évidemment. J'ai vu New York dans Spider-Man, dans Sex and the City, mais je connaissais pas New York, évidemment. C'était mon premier pas sur même le continent américain tout entier. Et j'y suis allée, du coup, pour 18 mois. Donc, je me séparais, du coup, de ma famille, de mes parents. Mes parents ne voyagent jamais. Ils ont à peine pris l'avion, vraiment, je crois 1 ou 2 fois. Donc je savais qu'ils ne viendraient jamais me rendre visite. Donc je savais que c'était une rupture quand même assez importante avec mon confort, en fait, mon environnement, tout ce que je connais. Et je précise que je ne connaissais personne. Voilà, j'avais pas une tante, un cousin germain, que sais-je, à New York, personne. Donc je suis arrivée, voilà, comme ça, avec mon baluchon, mes bonnes intentions et mon anxiété dans ma poche, qui n'a pas tardé du coup à pointer le bout de son nez, on s'en doute, puisque évidemment, environnement nouveau, donc désagréable, période d'adaptation, beaucoup de choses inconnues, beaucoup de trucs inconnus dans les petits détails, en fait. On paye pas de la même façon, les cartes bancaires c'est différent, le métro c'est différent, enfin il y a plein de choses comme ça qui sont venues un petit peu déranger mon quotidien, mes habitudes, parce que les gens anxieux sont des animaux d'habitude, c'est ça qui nous rassure, avoir un rythme, avoir une cadence, avoir des trucs qui se répètent, c'est ça qui nous berce un petit peu et qui nous donne l'illusion que tout va bien. Et du coup j'ai vraiment été propulsée. Et en plus, je veux dire, je suis pas partie m'exiler en Ardèche, je suis allée à New York. C'est la ville la plus bruyante et la plus... Je veux dire, où qu'on pose les yeux, il y a une couleur, un bruit, une forme, il y a tout qui vibre en permanence. Donc honnêtement, oui, vraiment, c'était un saut dans le vide. Et c'était aussi un peu un défi que je me suis imposé. Je te l'avoue, je me suis dit, si tu peux faire ça, tu peux faire n'importe quoi. Donc, vas-y. Ouais, je le vois vraiment comme l'exposition totale, parce que comme tu dis, c'est New York, et je suis jamais allé à New York, mais j'en ai toujours l'image de
d'une ville qui fourmille en permanence. Ouais. Je pense que j'invente rien là. Ouais. C'est vraiment l'image qu'on en a, le stéréotype en tout cas qu'on peut en avoir. Et je me disais, moi, tu vois, j'ai vécu à Paris pendant 8 ans. Là, je vis à Berlin, qui est pas non plus une petite ville. Oui. Mais c'est un rythme qui n'a rien à voir, je pense, avec un rythme comme le rythme parisien ou le rythme new-yorkais, que j'imagine encore plus intense. Ouais. Mais je m'imagine mal en fait à New York, et en même temps j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit ce serait cool de tester, d'y aller, de voir ce que ça donne. Donc voilà, bravo d'avoir fait ça, parce que c'est quand même c'était difficile, mais évidemment voilà, c'était une expérience incroyable. Alors au début évidemment de l'anxiété, des attaques de panique dans des situations. Au début, sur les premières semaines, les premiers mois, quand j'ai commencé à être paniquée, que j'avais pas d'amis, que voilà, j'étais vraiment seule sur les US. Au début, évidemment, il y a certains moments où je me disais mais qu'est-ce que t'as fait ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Franchement, mais quelle idée ? Rentre vite à la maison. Mais ensuite, voilà, comme tout le monde, je me suis adaptée. J'ai rencontré des amis géniaux, des gens géniaux. J'ai pris mes marques, évidemment, parce qu'on s'adapte à tout, faut le savoir. Et évidemment, j'ai découvert que voilà, New York, c'est pas que Times Square en fait, parce que voilà, quand on pense à New York et qu'on n'y est jamais allé, on pense que moi je m'imaginais voilà au milieu de Broadway, au milieu de Times Square, en train de dormir avec les taxis, etc. Mais non, évidemment, moi j'ai vécu à Brooklyn, du coup, un endroit où il y a énormément de parcs, de verdure, il y a beaucoup d'endroits calmes, il y a des petits coffee shops, des petites boutiques, etc. Enfin, c'est très ambiance village en fait. C'est merveilleux de vivre là-bas, vraiment. Je vivais dans un quartier où il y avait une sérénité, un calme. J'entendais les oiseaux, j'entendais pas du tout les voitures, etc. Et j'étais à 30 minutes du taf en métro. Donc évidemment qu'il y a des endroits qui sont sereins et qui sont calmes, paisibles, où on peut avoir un quotidien qui ressemble à un quotidien normal à New York. Parce que je t'avoue qu'évidemment, si j'avais vécu... sur la 6e avenue pendant 4 ans, je sais pas si j'aurais tenu le coup, mais en tout cas voilà, j'avais quand même mon petit jardin secret, mon petit endroit de sérénité du coup dans Brooklyn. Mais voilà, quand même beaucoup de l'exposition quotidienne finalement, parce que mon travail c'était à Manhattan, au Financial District, donc dans là où étaient les tours jumelles en fait. Ouais. Un endroit quand même chargé d'histoire. Au début, j'arrivais pas à passer la journée sans me dire oh là là, mais il y a un avion qui va nous foncer dessus, c'est sûr, ça va recommencer. Maintenant que je suis là, voilà, ça va être le bon moment pour qu'il fasse ça va être terrible. Et puis voilà, finalement, à nouveau, l'exposition, comprendre que c'est des idées, c'est des pensées intrusives, qu'il y a aussi un système. Évidemment, j'ai dû me rassurer aussi parce que je me suis dit, tout simplement, j'ai cherché sur Internet, est-ce que le World Trade Center, est-ce que le Financial District de New York est plus protégé depuis ce qui s'est passé, du coup, en 2001 et bien sûr que oui, le ciel, il est paramétré, mesuré tout le temps, tout ce qui rentre et qui sort est contrôlé, etc. Donc voilà, donc à nouveau, la connaissance est une arme. Vraiment se renseigner sur les choses, sur ce qui nous fait peur, vraiment aller prendre des connaissances et essayer de se renseigner et avoir plus d'informations. Même sur les avions, d'ailleurs, j'ai lu un livre sur les avions. Vraiment, d'ailleurs, le livre s'appelle Je n'ai plus peur de l'avion, et un livre qui, du coup, donne toutes les informations sur tous les crashs aériens qui ont été surmédiatisés, autour desquels on a beaucoup parlé, on a beaucoup entendu de choses, etc. Les bruits qu'on a dans un avion au moment de l'atterrissage, du décollage, tout ce qui fait peur, tous les petits bruits, les secousses, etc. Tout est expliqué, documenté dans le livre, et honnêtement, juste avoir toutes ces informations et pouvoir expliquer chaque truc qui nous fait peur pendant le vol, ça aide énormément en fait. Carrément. Non, c'est clair que le savoir est une arme, et la connaissance vraiment permet de désamorcer certaines choses, quoi. Ouais, complètement. Totalement. Ouais. Ok, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Je me demandais si tu avais peut-être quelque chose à conseiller. Imagine, on a des auditeurs, auditrices qui viennent de découvrir
qu'ils ont des troubles de l'anxiété, peut-être même qu'ils viennent seulement à la fin de cet épisode de mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Est-ce que tu aurais des conseils, peut-être des livres ou des vidéos ou autres podcasts à conseiller? Ouais, bien sûr. Donc, ton podcast, déjà, que j'ai écouté plusieurs fois, bien sûr. Donc, un plaisir à chaque épisode, honnêtement. Ensuite, il y a des livres que j'aime beaucoup en anglais. Si il y a des anglophones, voilà, des personnes qui peuvent lire en anglais, il y a Anxiety RX, qui est un livre du coup d'un psychanalyste qui est lui-même anxieux. Donc vraiment, il est au cœur du problème. Et là, en ce moment, je lis Furiously Happy, donc de quelqu'un qui a aussi des soucis, qui est du coup hypocondriaque et qui raconte voilà tout ce qui s'est passé, mais qui le raconte avec humour et avec un énorme sourire. Tu verras la couverture, c'est un gros raton laveur avec un air un peu fou. Et un autre livre, du coup cette fois en français, c'est La peur d'avoir peur, de André Marchand, qui est génial. C'est vraiment ma Bible au quotidien, et qui est aussi un support de travail de ma psychologue, voilà, qui l'utilise et le réutilise du coup, parce que c'est vraiment un super livre. Ensuite, les 3 leçons que j'ai appris en fait au fil de mes années d'anxiété. Premièrement, vous n'êtes pas tout seul, même si vous pensez que personne ne comprend. Si, on comprend. Au moins moi et Grégoire, mais plein d'autres gens, c'est sûr. Deuxièmement, espérez ne plus jamais être anxieux. C'est pas réaliste, il faut juste réduire, il faut accepter en fait d'être quelqu'un d'un petit peu plus sensible que les autres, d'être un petit peu plus anxieux, d'être un petit peu plus sujet voilà, à la panique, à être un petit peu plus stressé. Mais en fait c'est pas grave, ça vous définit pas. Et troisièmement, à nouveau, la connaissance est une arme. Et je vais aussi clôturer par ce qui me réconforte souvent quand je me sens pas bien. Quoi qu'il arrive, déjà, le soleil va se coucher ce soir. Donc, pas de souci. Vous inquiétez pas, même si c'est quelque chose qui vous fait peur, qu'il y a un truc, une conférence, un cours de maths qui vous cloue sur place. Ce soir, vous allez, la journée va se terminer à un moment et ça sera derrière vous et vous allez pouvoir avancer. Ensuite, quoi qu'il arrive, les gens qui vous aiment vous aimeront quand même si vous avez une crise d'angoisse, en fait. Ça ne vous définit pas, à nouveau. Et c'est pas parce que vous êtes anxieux qu'on va arrêter de vous aimer, en fait. C'est pas... Les gens qui vous aiment ne voient pas que ça chez vous, ils voient toutes les autres choses super que vous êtes. Et ensuite, quand comme moi, vous avez un symptôme incontrôlable qui vous fait penser que vous êtes fou ou folle, dites-vous qu'en fait, les fous qui sont vraiment fous, ils n'ont pas le recul de se demander s'ils sont fous ou pas, ils se contentent de l'être. Donc, juste le fait de vous poser la question prouve que vous ne l'êtes pas. Voilà. Trop bien, merci beaucoup pour tout ça. Je pense que ça pourra aider pas mal de gens et je suis content que tu nous donnes ton ressenti, tu vois, les leçons que tu as apprises. Ouais. Je pense que ça a vraiment une valeur folle pour les gens qui commencent leur chemin ou même qui sont en plein dedans. Ouais. Chaque leçon est évidemment personnelle, mais je pense que ça peut parler à beaucoup de monde. J'espère, en tout cas, je sais que les autres épisodes m'avaient beaucoup touchée. Voilà, chaque expérience est unique et on se reconnaît pas toujours à 100%, mais il y a toujours des petits échos avec notre propre histoire. Donc j'espère que ça pourrait aider certains auditeurs et voilà. Et moi, vraiment à l'avenir, je te le dis, je me remets du coup dans les pompes de la petite Valentine que j'étais face à tout ça, qui avait pas de réponse. Et un de mes rêves, moi, c'est vraiment de faire une BD sur l'anxiété, en fait, avec plein de dessins qui expliquent voilà mon histoire, qui expliquent l'anxiété. Voilà, j'ai déjà fait quelques petits dessins du coup, donc avoir l'anxiété qui a une forme, en fait, une forme à part entière, qui me suit dans le métro, qui me suit au cours de maths, etc. Et je me dis, j'aurais adoré trouver une BD ou quelque chose d'un peu rigolo, un peu humanisant, qui parle de l'anxiété quand j'étais petite, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui en souffrent. Et il faut qu'on les aide aussi, parce que même si on est adulte aujourd'hui et qu'on est toujours anxieux, il y a des enfants qui ont encore moins d'outils et moins de clés pour s'en sortir que nous. Donc c'est important aussi pour moi de faire du contenu pour adultes avec toi, mais aussi j'aimerais bien faire du contenu aussi adapté aux enfants, parce que les enfants sont anxieux aussi. C'est une super idée. C'est une super idée parce que je pense qu'effectivement,
Je trouve que le milieu scolaire est peut-être un peu plus adapté aujourd'hui pour les enfants. En tout cas, dans certaines écoles, il y a un petit peu plus on intègre un petit peu plus la psychologie que ce qu'on avait nous. Enfin, je sais pas quel âge tu as, mais en tout cas, moi, je suis de 91, donc tu vois, pour la scolarité, c'était vraiment. Si tu nous as dit en plus ton âge en début de. Ouais, je suis de 97, j'ai 28 ans. 97. Voilà. Et du coup, nous, on n'avait pas vraiment ce genre de choses. C'était vraiment. On pouvait dire, oui, c'est un enfant plutôt anxieux ou plutôt comme ci, comme ça, mais on ne cherchait pas à savoir ce qui n'allait pas ou ce qui pouvait être peut-être modifié, adapté. Donc, je pense que pour des enfants qui peuvent pas mettre des mots, qui vivent des situations d'angoisse ou d'anxiété, mais qui n'arrivent pas à mettre des mots dessus et dont les parents n'arrivent pas non plus à mettre des mots dessus, c'est tellement important d'avoir ce genre de lecture. Et c'est aussi des armes pour les enseignants qui n'ont pas toujours le temps ou pas toujours les ressources. Mais un livre, c'est toujours possible de le mettre entre les mains d'un enfant. Donc, c'est une super idée. Je me souviens d'un livre, d'une BD de Théo Grosjean. Je ne sais pas si ça te parle. Ça me parle. Attends, je vais googler pour voir. Qui avait sorti une BD qui s'appelle Elliot au collège et qui avait aussi fait L'homme le plus flippé du monde, où il parle en fait de son anxiété. Ouais, tout à fait. Et je trouve ça super d'avoir ce genre d'ouvrage. Je pense qu'il y a vraiment de la place pour encore plus de BD comme ça. Ouais. Il a pas mal ouvert la voie à ce genre de choses. Oui. Et c'est pas mal de s'attaquer un petit peu à ça au collège. Je pense que même pour encore plus petit, ça peut être intéressant aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Merci beaucoup Valentine, j'espère que ça t'a plu, cette expérience de parler de tout ça. Merci beaucoup, je pense que ça va aider pas mal de gens à y voir un peu plus clair. Je l'espère en tout cas. Merci à toi Grégoire. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à donner une note à ce podcast sur votre plateforme d'écoute et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Merci et à bientôt. Why can't we get AI to production? Our competitors are already. How do we keep data secure? AWS AI cuts through the noise. With ready-to-use agents and the broadest set of AI tools. Stop overthinking. Start building. AWS AI is how. Do you keep hearing podcast ads, like this one, for example, but always wonder how you actually get involved with them for your own brand or organization? Well, it's easier than you think. We're Acast, and we give you the platform to do it all yourself. Browse thousands of popular podcasts, choose the shows that match your perfect audience, set your budget, and launch. And if you want a hand, our podcast specialists are there to help you launch with confidence. This is podcast advertising without barriers. Get started at acast.com/advertise.